M. sur Garcia. Cette vidéo, elle fait suite à la première où tu présentais le contexte de ton cheminement vers une réappropriation de la question occitane. Tu as évoqué le fait que cette Occitanie était pour toi un fait de civilisation. Comme composant de cette civilisation occitane, nous connaissons tous les troubadours. Mais tu as une vision, un vécu, une compréhension de cette question des troubadours. L'objectif de cet entretien est que tu partages avec nous les éléments sensibles de la civilisation des troubadours et que ce qui serait bien pour commencer, c'est que tu nous poses le contexte qui pour toi est déterminant pour qu'on ait la meilleure intelligence possible de cette question et qu'on puisse bien la partager avec toi. Alors d'abord, il faut considérer un espace géographique et qui est en même temps un espace poétique. Hein, selon l'expression de Kenneth White, on va faire un peu de géopoétique. Alors, cette civilisation des troubadours se trouve géographiquement, va se développer dans un des grands carrefours européens, à savoir ce qu'on a appelé l'isthme gaulois ou l'isthme aquitain, c'est-à-dire l'espace en Europe le plus étroit entre l'océan Atlantique, l'océan des ténèbres, hein, voilà, et la mer Méditerranée, c'est-à-dire la mer familière, la Nostromar, hein, Mare Nostrum. Et en même temps, qu'on prend conscience de cet espace réduit, ou de cette communication entre les deux mers, il y a dans l'axe nord-sud le passage obligatoire du nord de la France, du nord, et puis de l'Europe du Nord vers le Maghreb, vers les côtes africaines. Et le passage obligatoire, c'est les Pyrénées. Or, les Pyrénées, à cette époque-là, l'époque dont on va parler qui est essentiellement le XIIe et le XIIIe siècle, les Pyrénées ne s'appellent pas forcément comme aujourd'hui de ce nom-là, mais on va lui préférer une métaphore très très intéressante, évidemment, puisque c'est la montagne des passages. Des passages, des ports, qui est le nom de col en occitan, et des passes, c'est-à-dire donc des passages. La montagne des cols. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'elle va être signifiée par l'un des plus grands géographes du XIIe siècle, qui est Idrissi, et qui travaille pour la cour normande de Sicile. Il est appelé Djebel al-Bortat, c'est-à-dire la montagne des ports. Voilà. Une fois considéré cet espace, ce croisement extraordinaire, il faut se remémorer que malgré ce que nous avons appris, nous ne sommes pas en France. La France telle que nous l'avions imaginée n'existe pas. Il y a un royaume des Francs qui sont au nord de la Loire. Ça ne deviendra le royaume de France qu'au XIIIe siècle, vers 1250, après la croisade justement contre les Albigeois. Mais là, il y a des Francs qu'on détermine de plus en plus comme français dans les textes, mais au sud de la Loire, ce sont principalement des gens qui se définissent comme aquitains ou provençaux de l'autre, et au centre, ils se définissent de Toulouse. Toulouse, non pas uniquement la ville, mais la civilisation de Toulouse. Hein, voilà. Donc, Aquitain, Toulouse, Provence. Et au sud de cette dite barrière des Pyrénées, donc qui n'en est pas une, hein, il y a des Vascons, les Basques d'aujourd'hui, il y a des Navarrais, il y a des Aragonais, surtout, et il y a des Catalans. Les familles princières échafaudent tout un réseau de mariages de part et d'autre des Pyrénées. Et un peu plus au sud des Pyrénées, pas très loin de la ligne de partage des eaux, eh bien, il y a au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, il y a Al-Andalus. Al-Andalus,
dont les villes les plus importantes sont Lérida, Tortosa, qui est le port sur la vallée de l'Èbre et qui va vers l'Andalousie et vers l'Orient et vers les côtes africaines. Et puis la ville principale, évidemment, c'est Saragosse. Saragosse qui est le pays le royaume musulman qui est le plus au nord à cette époque-là. Et qui est frontalier, voilà, avec les royaumes et les principautés chrétiennes. Voilà. Et il se trouve que Saragosse, surtout à la fin du XIe et début XIIe, se place comme une métropole très cultivée. Il y a des gens, justement, qui viennent de Cordoue, de Séville, pour échapper aux premiers intégrismes qui se développent dans le sud d'Al-Andalus, et qui vont remonter, et surtout dans la ville la plus fascinante, un petit peu, qui est Saragosse, où il y a un palais digne des mille et une nuits, qui s'appelle l'Al-Khafeliya aujourd'hui, le palais de Al-Jafar, et qui est le palais de Surur, hein, de la félicité. Donc, on est en plein dans des échos des mille et une nuits, hein, à Saragosse. Et donc, voilà comment il faut situer géographiquement et en même temps au niveau des espaces culturels qui vont comment on appelle ça, pratiquer des osmoses tout au long de cette frontière qu'il y a au-dessus de l'Èbre, mais qui n'est pas une frontière telle qu'on imagine aujourd'hui, à savoir des barbelés, ou je sais pas, ou à la limite un mur, ou quelque chose qui fait que 1 mètre après, on est dans... Non. C'est des zones tampons. Et pendant, quand même, on pourrait dire plus de 3 siècles, hein, puisque Saragosse est prise au 8e siècle, comme Narbonne, d'ailleurs, hein, jusqu'au début de la reprise de Saragosse, on va avoir le 8e, le 9e, le 10e, et le 11e, et le début du 12e siècle, c'est-à-dire 4 siècles à la limite on pourrait dire, de voisinage entre les terres occitanes, aragonaises et avec Al-Andalus. C'est pas neutre. Or, on n'a pas appris ça dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas les osmoses possibles qu'il a pu y avoir, les passages, parce que les gens voyagent, et surtout il y a au niveau de la musique par exemple, il y a ce qu'on appelle les joglars, qui chantent les chansons des troubadours, qui eux sont des compositeurs, hein, qui sont des créateurs. Ils ne vont pas de château en château, c'est assez rare. Par contre, les joglars transmettent cette culture. Et dans ces joglars, il peut y avoir aussi bien des musulmans que des juifs et que des chrétiens. Voilà. Et donc, il y a, à côté de ces éléments culturels, il y a des fêtes princières, des mariages auxquels sont convoqués, évidemment, des princes des Pyrénées ou d'au-delà des Pyrénées. Et puis, il y a les négociateurs, il y a les marchands. Hein. Alors, les marchands, eux, ils n'ont pas de frontières, ils passent les cols pyrénéens, les ports pyrénéens, et pour vendre quoi? Pour vendre des objets, quelquefois, qu'on convoite beaucoup, qui sont des objets de luxe, et qui viennent de la soie, qui vient bien sûr de Chine, mais il y a des ateliers, évidemment, à Antioche, à Tripoli, qui va devenir une possession toulousaine au XIIe siècle. Il y a plein d'ateliers, d'ailleurs, c'est renommé, Tripoli. Et puis, cette soie va arriver par les ports, par le sud de Al-Andalus, et va remonter vers les Pyrénées. Mais il y a aussi des centres de production, comme Almeria. Almeria est un centre de production de soie. Il y a aussi d'autres objets qu'on veut avoir, comme le brocart, hein, et comme l'ivoire, les objets en ivoire, très très recherchés. Alors c'est vrai que l'ivoire est très présente à Constantinople,
à Byzance, Constantinople, mais aussi à Alexandrie et en Espagne. Il va y avoir des centres de production, notamment à Cuenca, qui est en Castille. Et les princes musulmans, qui ne sont pas tous arabes ou berbères, hein, ils sont d'origine quelquefois navarraise hein, ou aragonaise, hein, vont évidemment offrir, quand ils reçoivent, quand ils reçoivent des hôtes importants du nord des Pyrénées, eh bien quelquefois le premier geste c'est d'offrir un objet, que ce soit un ivoire ou une soierie. Mais c'est pas neutre, parce que ces objets racontent une histoire. Ils sont ouvragés. Il y a des personnages qui sont représentés. Hein. On n'est pas dans l'image de la non-figuration, telle qu'on l'imagine dans le monde musulman. Parce qu'en Perse, ou ce qui est la Turquie par la suite, eh bien, on va figurer. Hein, on va figurer. Et dans ces figurations, il y a des personnages, bien sûr, il y a des coiffes, il y a des cheveux, des façons de se coiffer, mais aussi il y a des objets, des bijoux. Hein, il y a des façons de porter les vêtements. Et puis il y a des animaux autour. Et des animaux au nord des Pyrénées, on a entendu parler, et qu'on voit représentés comme ça, mais qu'on ne connaît pas, et dont on a envie, là aussi, de s'approprier. Que ce soit, et qui sont des animaux fantastiques. Alors le lion, évidemment, c'est un des plus emblématiques, mais il y a quelquefois des éléphants, il y a des perroquets, il y a des pangs, etc. Tout ce qui peu à peu va arriver dans des eaux privées que les princes, que ce soit musulmans ou occitans ou autres, vont avoir envie de posséder avec des animaux bizarres. Et cette façon de s'approprier cette étrangeté, cette bizarrerie, c'est quelque chose qui, pour le prince, est important, parce que ça veut dire qu'il possède la bizarrerie, il possède l'étrangeté. Hein. Il est au-delà d'un simple prince qui administre. Il a aussi un imaginaire qui vient de loin. Voilà. Alors, cette configuration européenne que j'ai donnée, sud-européenne que j'ai donnée, il y a d'autres carrefours européens, bien sûr, à l'époque. Et il y a un autre carrefour qui est représenté par la Sicile. La Sicile qui, elle aussi, à l'est de la Méditerranée et de nos territoires ici à nous, la Sicile va représenter un carrefour extraordinaire où vont s'entremêler, surtout au XIIe siècle, sous les rois normands, s'entremêler les cultures byzantines, les cultures traditionnelles, populaires de l'endroit, mais aussi la culture arabo-musulmane, mais qui est teintée de chiisme, c'est-à-dire c'est surtout une dynastie fatimide qui va posséder la Sicile. Et puis, bien sûr, il y a toute la culture chrétienne. Hein. Et puis aussi, il y a peut-être une vision normande particulière, et tout ça va s'entremêler. Mais, comme le Moyen-Orient est là, c'est là où le soleil se lève, donc tous les regards sont tournés, tout ce qui est important, que ce soit au niveau de la culture religieuse, c'est quand même le Moyen-Orient. C'est autour de la Palestine, de l'Égypte des pères du désert, de la Syrie, etc., de Antioche, grande ville dont on imagine mal aujourd'hui l'importance. Donc, la lumière, on peut dire, elle vient de l'Est. Et quand les Toulousains, lors de la première croisade des Toulousains au sens large, hein, les Occitans de l'époque, Provençaux, Aquitains, participent aux croisades, ils vont découvrir que, et notamment les Toulousains et les Languedociens, vont découvrir que, à l'opposé de la mer, sur l'autre rive, il y a des paysages qui sont très proches des paysages languedociens et provençaux. C'est le cas
justement de nos Toulousains autour de Raymond IV, eh bien, qui vont décider de vivre sur place. Et ça va entraîner donc une dynastie toulousaine annexe, avec une dynastie donc des Raymond, tous vont être des Raymond, qui vont pendant plus d'un siècle trouver des équilibres culturels, linguistiques, architecturaux, etc., avec cette partie du monde. Donc il faut savoir que de toute façon, c'est des pays, même s'ils sont musulmans à ce moment-là, ont un passé chrétien énormément riche, puisque c'est parmi les premiers chrétiens, de toute façon, et donc il y a des influences des premières architectures chrétiennes, elles-mêmes teintées de Babylonie, de grec, etc. etc. Donc, c'est quand les Occitans de l'époque rendent visite ou vont pour des raisons de négoce, pour des raisons aussi de religion, hein, puisqu'on reçoit des gens, des ascètes, on échange beaucoup, eh bien il faut passer par Palerme. Hein. Voilà. Et donc, là, les mariages interdynastiques, etc., sont très, très importants. Et donc, ce qui fait que ça brasse beaucoup évidemment, d'idées de tous ordres. Nous n'avons pas appris la complexité de ces espaces. Nous ne sommes pas dans des territoires qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des frontières précises. Il y a des zones tampons. Il y a des zones hybrides. Il y a de l'hybridité partout. Il y a des villes surtout cosmopolites. Ce qu'on a du mal parce qu'on a une idée du Moyen-Âge, quelquefois, c'est surtout au XIXe siècle qu'on a qu'on a eu cette idée un petit peu d'un Moyen-Âge noir, sombre. Non, il n'est pas plus sombre que notre époque, de toute façon. Toutes les époques ont leur part de noirceur. Mais les gens voyagent quand même beaucoup, dans des conditions évidemment qui ne sont pas les nôtres, donc, et c'est à leur avantage, en plus, qu'on peut dire ça. On voyage beaucoup, on s'informe beaucoup, on se heurte quelquefois, mais après ces heurts, on essaie de comprendre plus ou moins l'autre, l'altérité. Je reviens sur cet espace sud-pyrénéen où Al-Andalus est encore au début du XIIe siècle et jusqu'à la moitié du XIIe siècle va être sous dépendance d'Al-Andalus, comme Lérida, Tortosa. Peu à peu, les chrétiens pyrénéens vont reprendre ces villes. Mais si on considère là aussi les faits historiques, notamment les querelles frontalières ou autres, les raids de part et d'autre, sur les 4 siècles dont je parlais tout à l'heure, si on ajoute un petit peu tous ces faits de guerriers, ça doit faire peut-être 2 mois l'ensemble, 2 mois sur 4 siècles. Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Voilà. Et bien c'est là que ça se déploie, qu'il y a le commerce, qu'on va voir, qu'on s'informe, etc., qu'on respecte plus ou moins, etc. Voilà. C'est ça qu'il faut peut-être se rendre compte. Et donc, on voit que les Pyrénées ne sont pas une frontière politique, comme elle est depuis à peine de temps, hein, depuis 2 siècles simplement, mais qui est devenue une frontière mentale. C'est-à-dire, les Pyrénées étaient le cul-de-sac quand j'étais enfant, à l'école, etc. La carte de France que nous avions, nous, ici, dans le sud, c'était, il n'y avait rien en dessous des Pyrénées. Donc, et comme j'habitais à ce moment-là dans la vallée de l'Ariège, près de l'Andorre, bon, eh ben, il fallait lever le regard pour avoir l'espace foncé, etc. Et donc, il fallait
monter le regard. Si on le baisse, c'est pas très valorisant. Et si on le baisse encore plus au-delà des pyramides où il n'y a rien, c'est le vide. Donc c'est très dangereux. On est un cul-de-sac, mais il faut, hop, regarder vers le haut. Et c'est ça qui a déterminé, souvent, même moi, pendant très très longtemps, il m'a fallu longtemps pour sortir de cette grille-là, qui est une grille qui ne permet pas de comprendre l'époque dont on parle et la civilisation des troubadours, qui naît de tout, hein, ce brassage et de ces positions de carrefour, et on ne comprend pas non plus, je pense, le monde contemporain. J'ai abordé le contexte géographique et un petit peu historique de ce que on appelle la civilisation des troubadours. Donc, XIIe siècle essentiellement, et une partie du XIIIe siècle jusqu'à la fameuse croisade contre Toulouse et contre les Albigeois. Ce n'est pas la croisade des Albigeois, c'est contre les Albigeois. Hein. Donc il faut faire très attention à ça également. Et que ce contexte géographique, en quelque sorte, explique que dans ce carrefour, et comme dans tout carrefour, il y ait une créativité particulière qui en émane. Simone Weil, la philosophe, quand elle a pris connaissance, dans les années 40, de cette civilisation des troubadours, elle l'a comparée au siècle de Périclès. Alors ça peut paraître pour beaucoup de gens tout à fait exagéré, mais il se trouve que ce XIIe siècle, on constate une explosion de créativité, comme rarement dans l'histoire, qui se définit par, notamment par la créativité poétique. La créativité poétique. On a repéré jusqu'à 300 troubadours pour cette période, et même certains vont dire beaucoup plus, hein, jusqu'à 500, parce que, mais tout dépend des sources, parce que beaucoup de choses ont disparu. Nous avons finalement, par rapport à cette richesse-là, conservé peu de textes. Mais il se trouve que parmi ces nombreux troubadours, on peut considérer qu'il y en a une vingtaine qui sont géniaux. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont créé des concepts, qui ont... or, il n'y a pas de civilisation sans concept, de toute façon. Voilà. Et ce qui est important pour ma génération, c'était de découvrir, grâce à certains ouvrages fondamentaux, de découvrir cette richesse-là, et 8 siècles après, de se dire, mais en quoi ça peut nous intéresser? De toute façon, la question que nous nous posons, nous, c'est la même que qu'on se pose pour toutes les cultures. La culture française se pose le problème par rapport à notamment le XVIIe siècle, qui est en grande partie fondateur, hein, de la culture moderne française. En quoi ça nous concerne, nous qui ne sommes pas érudits, nous qui ne sommes pas universitaires, spécialistes de telle ou telle partie de l'histoire, et qui sommes des gens vivants qui essayons de trouver du sens à la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Comment on vit et comment on peut trouver des équilibres entre toutes les contradictions que l'on ressent? C'est ce que tente d'apporter beaucoup de ce qu'on appelle les civilisations pour nous donner des matières à vivre et je dirais même à survivre. C'est quelque chose qui est important pour notre génération aujourd'hui. Donc, beaucoup de spécialistes ont noté cette explosion. Quand on dit comme ça, tout d'un coup, explosion, ça veut dire que ça n'est de rien. Or, c'est pas possible. C'est pas possible.
Ça veut dire qu'il faut approfondir et que rien ne naît de rien. Il faut bien qu'il y ait des antécédents. Et là, il y a des clivages qui vont s'établir. Et des clivages quelquefois très sérieux. D'où vient cette appétence pour la créativité poétique? Et d'ailleurs, comment eux, à l'époque, définissent quels sont les mots, les concepts qu'ils utilisent? Voilà. Et le premier, qui est le plus accessible, c'est à partir de troubadour, que tout le monde connaît, qui est un mot occitan qui vient du verbe trobar. Voilà. Mais trobar, l'occitan c'est une langue latine, hein, donc ça vient du latin. Et l'équivalent en latin c'est tropare. Tropare. À partir de ce mot tropare, l'occitan va signifier, va en déduire deux verbes. Le verbe trapa, qui veut dire, qui lui est concret, c'est attraper. Attraper. Voilà. J'ai besoin de cette chaise, je l'attrape, c'est du concret, je l'ai dans les mains. Et puis à côté, trovar. Trapar, trovar. Et trovar, là, c'est trouver aussi, c'est attraper, mais dans le sens de inventer. Inventer. Trouver, inventer. Donc, ce qui veut dire que le troubadour, c'est celui qui va inventer. C'est pas anodin comme mot. Et il va inventer, en fait, une façon d'être au monde et de le comprendre. C'est ça qui fait partie de cette explosion qu'il y a en Europe occidentale et qui fait que la civilisation des troubadours est à la base de la culture européenne moderne. Avant, on s'exprime en latin. Les lettrés s'expriment en latin. Là, tout d'un coup, on va passer à la limite du latin à une langue qui, jusque-là, était du bas latin, hein, donc mal considérée. Et donc, il va y avoir des lettres de noblesse qui vont être accordées à cette langue. Quel est le lieu où est apparu, parce que ça peut nous donner une indication, où est apparue cette éclosion? Eh bien, c'est apparu dans un monastère, parce que qui c'est qui a le savoir à cette époque-là? Ce sont les monastères. Et la ville qui dispose d'un monastère où il y a beaucoup de savants, c'est Limoges. À Limoges, il y a un monastère où on peut, les familles riches, aristocrates, aquitaines notamment, vont envoyer leurs enfants pour acquérir la culture du temps. La culture du temps. Il se trouve que les monastères ont développé une culture musicale, liturgique. Ils ont besoin pour la messe, pour les événements festifs, d'avoir du chant. Du chant. Et c'est là que le mot qui est employé pour le vers chanté, c'est les tropes, qui viennent d'ailleurs de tropare, dont on a parlé tout à l'heure. Les tropes. Et donc, la poésie ne va pas sans la musique. À tel point que plus tard, un troubadour va dire une poésie sans musique, ben, c'est comme un moulin sans eau. C'est clair. Hein. Aujourd'hui, on a tendance à séparer un petit peu. Il y a la musique, bien sûr, avec le chant, mais la poésie peut être en dehors de la composition musicale. Là, non. C'est ensemble. Et donc, Limoges est à côté de Poitiers, qui est la capitale, on peut dire la capitale politique, hein, de l'Aquitaine. Et donc, on voit bien que ça ne n'est pas... Il y a quelque chose qui vient d'une culture latine savante, notamment, qui est propagée par, justement, des lettrés religieux, moines ou non. Mais il y a aussi
une culture, les gens, alors c'est peut-être pas la culture savante, hein, mais c'est la culture populaire. Les gens expriment dans les rues, notamment dans les auberges, qui sont des lieux de rencontre. Eh ben, ils chantent, eux aussi. Et ils ont leur trope, mais leur trope populaire. Quelquefois, c'est lié à la boisson et à la sexualité, donc on n'y va pas de même ordre, on y va. Cette culture, évidemment, est qui est la culture populaire des rues, n'agrée pas beaucoup, bien sûr, à cette culture savante, mais elle existe. Elle existe puissante, et d'ailleurs, au XXe siècle, Karl Hoff, qui est un compositeur allemand, va reprendre et va composer à partir de ce qui nous est resté comme poésie populaire de ce moment-là, la poésie des Gauliards, on les appelle la poésie des Gauliards. Il va composer Carmina Burana, que nous connaissons bien et qui donne une idée de cette culture populaire. Puis, il y a eu en Aquitaine, quand même si c'est quelques siècles avant, oui, 5e, 6e siècle, la culture visigothique, qu'on a laissé souvent de côté, etc., et qui apporte des éléments germaniques qui, eux, vont rester. Hein, et peut-être une façon de donner à la poésie du mythe. Hein, elle avait les mythes. Les Visigoths sont a priori des Scandinaves qui sont passés par la mer Noire, le pont Euxin de l'époque, qui est empreint de culture grecque, byzantine, etc. Et, voilà. Donc, Toulouse y a été une capitale, la première capitale du royaume visigothique, dont a dû imprégner pendant presque un siècle, et Narbonne pendant 3 siècles, quand même. Hein. Des formes en même temps populaires, mais aussi des formes liturgiques, visigothico-mozarabes, notamment, et qu'on redécouvre depuis peu de temps, depuis 30 ans, grâce à des études qui se font à Moissac, notamment. Hein. Donc, il y a cet arrière-fond. Mais, quand j'ai situé tout à l'heure la situation géographique, j'ai bien précisé que les Pyrénées ne sont en rien une barrière, mais une montagne de passage. Ce qui veut dire que tout passe. Tout passe du sud vers le nord ou du nord vers le sud, mais beaucoup de choses du sud à l'Andalouse, qui est au sud des Pyrénées. Hein, à peine à 30 km de la ligne de partage des eaux. Hein, on imagine mal. Et que cette culture, quand même plus avancée, de Al-Andalus, et dont Saragosse représente un épicentre superbe, lié autant à l'Orient qu'à Al-Andalus, avec des formes propres pyrénéennes aussi. Hein. Donc, les princes qui sont invités, soit à des mariages, etc., il y a de la musique, hein. Il y a de la musique et il y a de la poésie. Les ajals, etc., sont très représentés, surtout à Saragosse, où on travaille d'ailleurs avec Avenpas, Imbaja, a fait un 11e, sur les rapports, sur le rythme musicaux, etc., et qu'on n'a pas encore suffisamment peut-être étudié. Il y a des poètes, bien sûr, jusqu'au début, jusqu'à la prise de Saragosse, hein, en 118, par les troupes aquitaines. On peut citer, pour bien faire comprendre, que les Aquitains, les Aragonais, les Pyrénéens, les Toulousains vont participer à la reconquête de Saragosse pour s'approprier, non pas pour détruire. On ne détruit pas à cette époque-là, trop heureux de vivre notamment au palais de la Aljaferia, hein, dont on entend rêver et qu'on connaît parce qu'on a été invité, etc., dont on a vu la splendeur et le raffinement. Hein. Donc, quand il y a la conquête, on veut s'approprier ça, et puis il y a des rencontres de toute façon, il y a des fraternités d'armes. Or, Guillaume IX, dont on dit que c'est le premier des grands troubadours, et c'est un aristocrate, un Aquitain aristocrate,
Cet homme, en tant que guerrier, hein, c'est un duc, mais il s'appuie sur une mentalité guerrière. Il connaît à la fois le sud des Pyrénées, c'est l'Orient le plus proche, hein, de Toulouse, c'est là, juste en dessous des Pyrénées. Mais il connaît aussi, il a participé à la deuxième croisade, je crois que c'est la deuxième croisade, et il a été fait prisonnier par les Turcs seldjoukides. Donc, prisonnier au moins pendant un mois, on ne sait pas trop, etc. Donc, là aussi, il a été en contact avec des formes culturelles. D'ailleurs, un ouvrage qui est peu connu, pas assez connu, qui est de Robert Briffaut dans les années 1940, qui s'appelle d'ailleurs Les troubadours et le sentiment romanesque, va travailler sur toutes ces relations, toutes ces connexions. Hein. Il est un peu en avance sur la façon dont on comprend l'histoire aujourd'hui. Hein. Et donc il a entendu, il est automatiquement, il sait ce qui se passe. Il a entendu des joglars, et les joglars, eux, ils ne restent pas qu'à Andalous. Hein. Eux, ils traversent les Pyrénées, ils vont dans les cours princières, occitanes et autres, sans problème. Et donc, il va devenir frère d'armes du prince de Saragosse de l'époque, le dernier prince de Saragosse, qui s'appelle Ibn al-Dawla, c'est-à-dire le pilier. Et cette fraternité d'armes va se concrétiser par le don de cet homme qui hérite d'une civilisation extrêmement cultivée, qui puise ses sources souvent jusqu'en Perse, hein, et il va lui offrir un vase, d'ailleurs d'origine sassanide, persane, etc. Et ce vase, on va le retrouver aujourd'hui, je pense qu'il est au Louvre, et il s'appelle le vase d'Aliénor, puisque Guillaume IX, qui est le grand-père d'Aliénor, c'est la grande dynastie aquitaine, et bien Aliénor va hériter en même temps de tout, elle qui va diffuser avec ses filles et tout ça, la culture, la civilisation des troubadours, qui va être un des pivots importants, eh bien, on va peu à peu comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce carrefour-là. On va comprendre cette créativité à haut niveau si on tient compte de tous les éléments. Là où ça coince quelquefois, c'est que beaucoup d'historiens admettent difficilement l'influence d'Al-Andalus sur une culture au nord des Pyrénées et la culture occitane. Comme la culture occitane est dépréciée, donc on ne va pas trop, on va dire, mais non, il n'y a rien à voir avec la culture d'Al-Andalus. Alors que toute l'histoire montre la montagne des passages, etc. C'est une forme de révolution mentale qu'on doit faire, et surtout sortir de la grille Paris-Province qui est toujours dans nos têtes et qui est dévastatrice.